Alors en fait c'est marrant parce que j'ai des voisins, ils passent leur temps à s'engueuler, ils ont emménagé il y a quelques mois, ils s'engueulent le soir au matin avec les fenêtres ouvertes. Et en fait ce qu'il y a surtout c'est qu'ils s'engueulent avec des sons gutturaux quoi, et moitié patois, moitié cri. Bref, je suis allé voir La Planète des Singes, et pendant tout le film j'ai pensé à eux. Alors La Planète des Singes, j'étais parti sans trop d'attente, un soir comme ça, il y avait une avant-première. C'était en VO, c'était en 3D, et donc on y a été. Et je suis content en fait, je suis assez content parce que j'ai vu des choses qui étaient plus qu'intéressantes, j'ai vu des très très beaux plans, et j'ai vu des compositions que j'ai analysées, que j'ai compris et tout, donc je suis vraiment vraiment content. Alors, j'allais dire Rise, non c'est Dawn of the Planet of Ape, réalisé par Matt Reeves, qui a fait, je ne citerai que le plus connu, Cloverfield, et donc qui prend la place à la réalisation de Peter Wyatt, oui, qui lui avait fait donc Les Origines, que j'avais vu à reculons à l'époque et qui m'a pourtant semblé après visionnage très très intéressant. Je me souviens surtout à l'époque, je perdais jamais une occasion de râler sur la composition de l'affiche que je trouvais vraiment vraiment mauvaise. Enfin bref, la saga de La Planète des Singes, c'est une série de maintenant 8 films, dont je conseille les 5 premiers. On les trouve assez facilement sur internet, hein, ou mettez des sous pour les DVD. Je les conseille malgré le fait qu'ils ont souffert du temps. Bizarrement, c'est les plus récents qui sont les moins convaincants. Je pense que c'est une question il s'avère que c'est une question de budget. Et ça représente un bon moment tout ça. Ça a su garder les réflexions de Pierre Boulle, parce que oui, en fait, La Planète des Singes, c'est tout d'abord une fiction de 1963 qui abordait les questions d'humanité et de place dans la société. Donc c'est sorti en 1900, enfin l'adaptation est sortie en 1908. Et ça a permis un autre regard sur la science-fiction, sur la SF. À l'époque, c'était un genre qui était considéré sans intérêt et donc qui était réservé aux enfants. Et donc, encore une fois, on réserve les trucs sans intérêt aux enfants. Et quand on y pense, Star Wars est sorti en 1977, donc autant vous dire que George Lucas, avec son script qui était tout bizarre, tout pourri, il aurait jamais pu être pris au sérieux à l'époque et la saga, elle aurait jamais pu voir le jour. Encore 9 ans après, il a fallu que Lucas propose de ne toucher les droits que sur les goodies, sur le merchandising du film, pour que la 20th Century Fox accepte de produire son projet. Et quand on sait qu'en plus le mec, là, il a amassé sa fortune en vendant des peluches Ewoks, ça doit le faire quand même doucement rigoler. Et en fait, pour l'anecdote, je vais virer mon coussin, excusez-moi. Pour l'anecdote, Lucas, il avait un jour montré ses débuts de storyboard à des amis qui étaient réalisateurs comme lui, et il n'y en avait pas un seul qui avait pané le sujet d'histoire, enfin quoi que ce soit. Ils avaient rien compris. Il y avait juste eu un gars pour lui dire vas-y continue, tu vas cartonner. Ce mec-là, c'était Spielberg. Ça, c'est la petite anecdote que j'avais vue il y a longtemps. Bref, donc la série de films, elle nous permet de suivre entre autres le destin de Cornelius et de Zira, donc ces deux chimpanzés de l'histoire, qui sont d'abord sur leur propre monde dans les 2 premiers opus, et ensuite sur notre propre planète pour le 3e. Et la saga, elle continuera en nous montrant l'évolution de leur fils, César, qui deviendra en fait le leader d'une révolution qui va renverser la civilisation humaine au profit de celle des singes. Enfin, le dernier film, donc le 5e, nous décrit la nouvelle société, je crois que c'est la bataille pour la planète des singes, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ça nous décrit la nouvelle société des singes et qui nous prouve donc que les primates ne sont pas meilleurs que les hommes, puisqu'ils sont eux aussi capables d'assassinat. Cette suite de films, elle s'est achevée en 1973, et il y a eu une autre adaptation qui a vu le jour en 2001, qui a été réalisée par Tim Burton. Alors, comment dire, pour beaucoup de jeunes de mon époque, de mon âge, Burton, c'est pour moi une figure incontournable. Le cinéma, c'est un cinéma extrêmement visuel. Personnellement, ça m'a donné le goût des belles ambiances, des belles images, des belles choses. Je pense que c'est un peu à cause de son cinéma, de ce que j'ai vu quand j'étais enfant,
que j'ai choisi d'être graphiste. Et en fait, plus personnellement, en plus, c'est à cet homme que mes parents auraient emprunté le nom pour me nommer. Une chose dont j'étais super fier, jusqu'à ce que je m'aperçoive que le mec, il s'appelle en réalité Walter Timothy Burton. Donc avec un peu de recul et en faisant l'abstraction de tout le marketing un peu gothico, pouf, Lolita qui entache pas la réputation mais qui entache la vision que le public qu'elle a du bonhomme. C'est assez marrant parce que en fait Burton empruntait au code gothique et les gens se sont dit le gothique c'est du Burton et donc en fait la boucle est bouclée quoi. C'est un peu bizarre comment se fait le raccourci dans la tête des gens. Bref, j'ai rarement été déçu par les productions de Burton. Son univers qui est rempli de gimmicks, par exemple, moi je suis l'un des rares à avoir aimé Dark Shadow parce que j'ai eu l'impression que c'était un gars qui se parodiait lui-même quelque part, mais c'était pas désagréable. Je me suis vraiment éclaté en le voyant. La seule chose dont j'ai vraiment marre, c'est de voir le duo Bonham Carter et Depp, qui est toujours, c'est plus qu'un gimmick, quoi. On dirait que c'est la facilité. Surtout qu'il est capable de bonnes choses avec d'autres acteurs. C'est vraiment dommage. Mais en 2001, donc, arrive La Planète des Singes et c'est la preuve que la patte de Burton se marie très mal avec le monde de la SF. Enfin, à moins de lui laisser faire ce qu'il veut. Le film, il est bancal, il est chiant, et malgré la signature évidente du réalisateur, il s'agit de l'un des rares films vraiment haïs par les critiques, et ça, je peux pas donner tort. J'ai toujours essayé d'avoir un avis un peu plus loin que les simples critiques, mais là, vraiment, Burton lui-même, il va avouer qu'il n'était pas vraiment intéressé par le fait de réaliser le film, plus par le fait de revisiter l'univers à sa façon. Et ça a donné quelque chose de pas génial, hein. Enfin bref, je vais m'arrêter là. La parenthèse sur Burton, elle est finie parce qu'en fait c'est pas le sujet. Mais je vous invite tout de même à regarder à quoi ressemble son adaptation, qui était quand même belle. Mais histoire de comprendre à quoi ressemble un plantage. Un plantage qui est pas total, mais un plantage quand même. Arrive ensuite donc en 2011, 10 ans après, Les Origines. C'est ça, hein, oui, La Planète des Singes, Les Origines, réalisé donc par Wyatt, qui donc opère un reboot en reprenant la trame de César. L'histoire, elle prend donc place dans un San Francisco contemporain, où il y a un jeune chercheur, joué par James Franco, que vous avez vu dans les Spider-Man de avec Tobey Maguire, excusez-moi. Donc James Franco cherche un remède contre la maladie d'Alzheimer en manipulant un virus. Très vite, il se rend compte que son remède, qu'il a appelé Bright Haze en référence au personnage de Charlton Heston dans les premiers films, son virus, il permet un accroissement des fonctions cérébrales du cobaye si le cobaye n'a pas été affecté par la maladie d'Alzheimer. Le produit étant dans les veines d'un chimpanzé nouveau-né, il se charge de s'occuper de l'animal comme si c'était son enfant. Il le nomme César et il lui fournit au début une éducation rudimentaire, mais il lui apprend le langage des signes afin de pouvoir communiquer avec lui. Les choses se gâtent lorsque César agresse un voisin qui chahutait son grand-père adoptif, joué par John Lithgow, qui était victime d'une crise de démence, il était en train de sucrer les fraises. Et alors, ça arrive au moment où il se posait des questions sur sa condition d'animal traité comme un homme, et voilà que la justice, en fait, elle décide de l'enfermer auprès de ses semblables, parce que c'est un animal. Il est donc contraint de trouver sa place auprès de ses congénères qui ne le comprennent pas et qui lui ne comprend pas. Et de colère, il refuse l'aide donc de son ancien protecteur et César y prononce le premier mot. Take your stinking paw off me, you damn dirty ape! No!
Et il met à exécution un plan qui vise à libérer les autres singes. Il les a d'abord infectés du virus Bright Haze, donc pour augmenter leur capacité cérébrale, mais avant ça, il s'est assuré la place de mâle alpha. Il libère même Koba, un chimpanzé qui a été comme lui cobaye d'expérimentation, et il s'échappe avec la horde vers la forêt au-delà du Golden Gate. La dernière péripétie, c'est que la nouvelle version du virus, qui était encore expérimentale, est malencontreusement incubée par un patient zéro, qui va commencer la contagion vers la fin du film. En 2014, donc, Matt Reeves hérite du projet et accouche de Dawn of the Planet of the Ape. Et je refuse de prononcer le titre français de ce film, et je vais vous dire pourquoi. En règle générale, je commence toujours par parler de la bande-annonce. Et la bande-annonce, je la trouve formidable ce coup-ci. Il y a des scènes spectaculaires très aguicheuses, c'est du pam-pam boum-boum, mais ça nous montre surtout les phases de... Enfin, ça nous montre surtout des phases de chimpanzés qui sont visiblement très en colère. Ça nous montre que ça. Et ben, en fait, ce qui est merveilleux avec cette bande-annonce, c'est que elle est conjuguée avec le titre français, je vais le dire quand même l'affrontement, et ça annonce une bataille, un clash entre deux civilisations. Et ça annonce ça, c'est assez basique ce que ça laisse présager. Et j'avais peur que ce soit le prétexte pour montrer que de la baston. Eh ben non. Chose intéressante, ce film en fait c'est incroyable. C'est un dialogue. C'est un dialogue qui s'opère entre l'homme et l'animal. C'est super d'avoir réussi à faire un truc aussi sensible et intelligent avec ce qui devait être en fait un blockbuster de l'été. Et c'est encore plus étonnant, c'est qu'on ait laissé faire Matt Reeves, et pour le coup, moi, il m'a complètement bluffé. Ce film, c'est la preuve qu'on peut faire une histoire de rencontre entre deux civilisations pour un blockbuster et ne pas se sentir obligé de faire une connerie de copiage de Pocahontas. Sans spoiler, je vais essayer de pas spoiler, on a la figure, par exemple, très cliché d'un humain. Il est humain, chef des humains, et il est un peu con. Il a que pour objectif la survie de son peuple au détriment du monde qu'il ne connaît pas. Et vous savez, c'est cette figure du bad guy qui est désespéré et il est persuadé qu'il va sauver tout le monde. Et donc, on sent que la première soupape qui va péter, ça viendra de lui parce que finalement, le mec, il a moins de sang-froid que ce qu'il en a l'air. En plus, le mec, il était joué par Gary Oldman, que j'avais pas reconnu tout de suite d'ailleurs. C'est un acteur que j'adore et qui est quand même un habitué des rôles de gros déséquilibrés. Et ben, quoi que fasse cet homme au cours de l'histoire, ce n'est pas là-dessus que le film va s'attarder. Non. En réalité, le film, il nous place véritablement dans la tête de César. On vit ses espoirs, on vit ses doutes, on comprend ses décisions de chef, on sent la pression monter en même temps que lui, hein, parce que c'est quand même une situation très tendue, il est au milieu de tout ça, c'est la diplomatie quand même qui se passe. Mais le plus intéressant, c'est que lorsque la soupape va péter, justement, lorsqu'il se passe l'élément véritablement perturbateur de toute l'histoire, et ben en fait on est aussi surpris que lui. On est aussi déçu que ça arrive et aussi surpris. Et c'est du grand art en fait. Ce qui est intéressant, c'est que cet événement, je spoil pas, cet événement, en plus de permettre les scènes épiquement dantesques qui étaient promis dans la bande-annonce, ça fout en l'air en fait tout ce que les deux civilisations s'étaient attachées à construire ensemble. De la même manière que le monde ne sera plus jamais le même, le film devient un autre film par la force de ce simple événement. Et j'aimerais aussi revenir en fait sur la gestion du langage qui est très très bien dosée. Au début j'ai eu un peu peur parce que la majeure partie des dialogues c'était fait de langage de singe et donc de son de gorge un peu comme ça tout le temps. Au bout de 20 minutes ça commençait à me saouler, hein. Bon, je suis quand même un gars qui avait supporté Wall-E qui faisait des petits bruits de robots pendant une demi-heure, mais là avec les singes ça passait un peu moins. Mais en fait non, c'est vraiment bien dosé et d'ailleurs en fait faites jamais la connerie, faites pas la connerie d'aller le voir en version française, hein, ce film. Allez le voir en VO parce que de toute façon 80% du film est sous-titré. Et parce qu'en fait il parle en langage des signes et en VF on peut pas doubler en VF ou en n'importe quelle langue on peut pas doubler le langage des signes. Et ce qui est intéressant c'est que César est au départ le seul singe à parler la langue des humains. Et étant entre eux en groupe enclavé,
enfin isolés plutôt, les singes ils se contentent du langage des signes, et à mesure que le film avance, la langue parlée, la langue du son, elle semble réservée d'abord à ceux qui en sont capables, ensuite à ceux qui en ont le droit. Seulement, avoir le visage super heureux de César lorsque son fils s'adresse à lui en parole, en langage articulé, en lui disant qu'il est prêt, il semble que tout singe devenu adulte ou suffisamment développé est capable de parler. En réalité, je comprends ça comme le fait que entre eux, ils n'ont jamais eu besoin de s'exprimer, enfin de s'exprimer vocalement, mais que leur interaction avec les humains les ont forcés à utiliser ce mode de langage pour être compris. Indirectement, c'est encore une fois l'humanité qui a permis l'évolution des primates en modifiant leur comportement et leur manière de communiquer. Au niveau de l'image, je dois dire que j'ai jamais vu Cloverfield. À vrai dire, c'était vendu comme un truc tellement extraordinaire, un peu à la projet Blair Witch à l'époque. Ça me disait rien, ça m'avait gonflé d'entrée et un peu par préjugé, je ne l'ai jamais vu. Mais je dois dire que j'ai trouvé les compositions et les cadrages de Reeves qui étaient tellement intéressants que je crois que je vais me bouffer sa filmographie assez vite, surtout qu'elle est assez courte. Donc voilà. Et ce que j'aime surtout, c'est que quand au travers du média, d'une certaine manière, l'image n'a pas besoin de texte ou de paroles pour être comprise. Je veux dire, il y avait cette séquence où il y a l'armée des singes qui arrivent, ils vont à la rencontre du peuple de survivants pour les avertir de leur présence, mais aussi pour les menacer, pour leur dire non, revenez plus jamais sur notre territoire. Ils vont donc tous à la porte de la cité des survivants. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, comme on parlait de clichés tout à l'heure, les survivants humains dans une ville en ruine, bouffés par la végétation. Bref, ils se retrouvent donc devant la porte, et là, les hommes, sous la pluie, dans des vêtements sombres et trempés, enfin il y a ça, et il y a les singes face à eux, qui sont tout aussi sombres avec leur pelage. On a donc deux armées qui sont noires, qui sont ténébreuses, et au milieu de ça, il y a le héros qui vient, le héros qui va se faire médiateur, qui va rapprocher les peuples. Il se place au centre des deux fronts, donc qui sont bien noirs, et c'est le seul à porter des vêtements clairs, c'est le seul qui est en blanc. C'est un plan qui annonce vraiment ce qui va... Enfin, ça laisse présager la suite du film, on comprend tout de suite son rôle dans tout ce bordel. Et c'est un plan qui n'avait pas besoin d'explication. Je le trouvais vraiment très bien vu. Ça montre surtout que entre soldats singes ou soldats humains, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Il y avait plein de compositions du genre, et il y avait aussi cet autre plan qui était très beau à la fin. Apparemment, Reeves, il aime bien les caméras qui se baladent, et surtout dans ce film, il l'a souvent placé en hauteur. C'est logique vu que les singes évoluent souvent dans les hauteurs, mais là où c'est intéressant, c'est qu'il ne se sert pas de ça pour nous faire le gimmick de la contre-plongée qui est dans les arbres cachés, et la caméra est un prédateur qui va foncer sur le pauvre héros qui ne se doute de rien. En fait non, on est servi surtout pour montrer le monde, faire des panoramas et tout ça, mais surtout des cadres qui étaient assez originaux, plein de sens toujours, comme durant le combat final du film, où en fait la caméra filme au travers d'une grue. Il y a tout le champ de bataille en bas, il y a une grue entre les deux, la caméra filme au travers, et tout simplement ça isole les deux opposants. On a d'un côté, on a la horde qui est surexcitée par le combat, mais de l'autre, on a les deux combattants qui se font face, et ils sont enfermés dans un cadre qui est formé donc par la grue au travers de laquelle la caméra filme. Il faut aller le voir, c'était vraiment très beau, très millimétré, très cool. Et ça montre à quel point les deux opposants sont isolés dans leur groupe, ils sont isolés du reste du groupe. Le combat qui les oppose, il a des enjeux qui les dépassent totalement, qui dépassent totalement le reste de l'espèce, même s'ils sont directement concernés. J'aurais voulu aussi parler de la composition des affiches, mais même si c'est pas vraiment le propos du film, mais à vrai dire, en fait, dans le cinéma où je suis allé, il y avait une super belle affiche, qui était un mix des deux posters qui existent, et j'ai pas réussi à la retrouver sur le net. En fait, il s'agissait d'un mélange entre la horde avec l'un des singes qui est en train de monter à cheval. D'ailleurs, c'était assez cool quand même, parce que ce film nous a permis de voir un chimpanzé armé de deux pistolets, de deux
fusil d'assaut, en train de monter un cheval et de tirer comme un malade. Bref, GTA, c'était assez sympa à voir. Bref, il y avait cette affiche-là, donc qui nous montrait le singe sur le cheval, et une autre affiche qui nous montre César qui tient son deuxième fils dans les bras, avec le regard tourné vers le futur et tout ça. Et c'était cette affiche panoramique qui était vraiment bien faite parce que c'était un mix des deux, mais en plus de ça, il y avait les lignes de force qui étaient faites par le Golden Gate, il y avait le fusil du singe qui portait donc son fusil, qui faisait une autre ligne de force, qui amenait vers le regard de César qui était vers le futur, le regard du petit qui était vers la horde, tout ça, enfin tous les éléments se répondaient, enfin c'était vraiment magnifique quoi. Autre chose qui m'a aussi bluffé dans ce film, en fait, c'est que il faut savoir qu'en fait les plans ont été pris en prise de vue réelle avec des acteurs filmés en motion performance directement dans les décors. Donc, en fait, contre toute attente, on y croit vraiment. J'ose à peine imaginer le travail de fou que ça a dû être pour réaliser cette prouesse, parce que il faut quand même considérer que la caméra, elle se déplace très souvent, et pourtant l'illusion, elle est presque parfaite. Pour ceux qui demandent en fait la motion performance, c'est tout simplement l'évolution de ce qu'on appelait la motion capture. Alors la motion capture, c'est-à-dire que c'est filmer un acteur qui porte une combinaison bardée de capteurs pour pouvoir retranscrire les mouvements par un ordinateur et donc animer en temps réel un personnage en image de synthèse. Tout simplement, on a un plan carré, on a une caméra sur l'axe des X, une caméra sur l'axe des Z, une caméra sur l'axe des Y, et donc la personne qui est bardée de capteurs, les caméras filment ces capteurs, sur l'ordinateur sont retranscrits les positions X, Y, Z de chaque capteur, comme ça correspond à un squelette animé, on peut animer donc en temps réel. Pour ceux de ma génération, c'était un peu ce dont on se servait pour faire l'émission DK TV, où en fait il y avait Donkey Kong animé en temps réel par un marionnettiste en fait. Et c'est la motion capture et l'évolution de ce genre de technique. Pour la motion performance, donc comme je dis, c'est tout simplement l'évolution de la motion capture. En fait, déjà la motion capture, c'est la technique qui était utilisée par Andy Serkis pour jouer Gollum dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Donc là, on retrouve toujours Serkis, mais cette fois avec des capteurs sur la tronche. Et ça permet donc aussi de capturer ses expressions, toutes ses mimiques et tout ça. Donc pour l'exemple, c'est Avatar de James Cameron qui avait plus ou moins démocratisé cette technique, qui avait montré que c'était possible. Et donc les postures, elles sont vraiment convaincantes. Hormis pour quelques singes, tout reste cohérent, réaliste, les expressions sont magnifiques. Et je pense que on commence à dépasser le stade de la vallée dérangeante pour certains. La vallée dérangeante, en fait, c'est une théorie qui explique pourquoi la plupart d'entre nous trouvent les poupées dérangeantes. C'est un phénomène qui survient dans la création, surtout dans la création de robots. Imaginons que d'un côté on ait, je sais pas moi, un robot industriel, un robot industriel d'usine qui ressemble donc pas du tout à un être humain. De l'autre, ou même un robot aspirateur, tiens. De l'autre côté, on met un androïde qui va ressembler totalement à un être humain. Et entre les deux, passer un certain niveau de perfection, il y a ça. En fait, plus on s'approche de la perfection, lors de la création de quelque chose d'artificiel, et plus les défauts qui pourtant seraient infimes sautent aux yeux. Et en fait, ce creux dans la courbe de perfection, c'est ce qu'on appelle the uncanny valley, littéralement la vallée du ça se peut pas.
Et bref, ça s'appelle la vallée dérangeante. Et c'est un peu ce qu'a recherché par exemple Schwarzenegger dans son interprétation de Terminator lorsqu'il s'imaginait, enfin il disait qu'il s'imaginait dans la tête d'un requin en chasse. Un être humain, c'est donc un être humain qui doit mimer un androïde qui doit ressembler à un être humain. Donc c'est pas facile. Alors, en plus ça me permet de dire que en dépit de quelques films complètement pourris qu'on lui a fait jouer, et ben ce type faisait quand même du bon boulot. Bref, Dawn of the Planet of the Apes, c'est pour moi un ovni, un peu, hein, puisque c'est un blockbuster qui n'est pas vraiment con comme un blockbuster. C'est pas sympa pour les autres blockbusters, mais tant pis. Et je pense que c'est un peu mon coup de cœur pour l'instant, peut-être parce que j'ai eu la chance de le voir aussi dans de bonnes conditions, en VO, dans un cinéma qui avait une 3D qui était bien gérée en plus, ça donnait pas mal à la tête, hein, pour une fois. D'autant plus qu'en fait la prouesse du film s'est fait aussi bien dans l'histoire que dans le thème et aussi sur l'image. Donc pour imaginer que j'ai absolument rien à reprocher à la 3D, elle était absolument magnifique, quoi. Elle était douce, elle était bien, et la scène d'ouverture qui s'est fait sous la pluie, avec le mouvement des bêtes, des arbres, les gouttes d'eau et tout, enfin bref, c'est superbe. Donc je sais que je suis un peu à la bourre, mais je peux que conseiller d'aller voir La Planète des Singes. J'espère avoir des retours, et en attendant, je vous dis